Alors c'est vaste, hein, insuffisance respiratoire chronique, donc j'ai dû prendre un peu des choix, c'est normal. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Et quelques petits rappels, juste, c'est quoi l'insuffisance respiratoire chronique? L'IRC, c'est l'incapacité de l'appareil respiratoire à assurer l'échange gazeux. Et donc, en termes de définition, c'est la PaO2 en air ambiant qui est inférieure à 70, plus ou moins avec une hypercapnie. Et puis, lorsqu'on dépasse le seuil de 60, là, on est vraiment grave. Et c'est à ce moment-là, souvent, que les patients ont de l'oxygène. Alors, quelques petits rappels, surtout pour les plus jeunes, les mécanismes pourraient être associés. On a des anomalies des rapports ventilation-perfusion, donc on a de l'effet shunt qu'on a fréquemment dans la BPCO, on a du shunt vrai, le shunt vrai soit anatomique, donc ça c'est le cas dans les MAV ou dans les FOP, ou fonctionnel qu'on a dans les SDRA, dans les pneumonies. Deux, c'est l'hypoventilation alvéolaire, et donc soit il est pur, et donc c'est souvent l'anomalie cérébrale, enfin l'anomalie de la commande, ou des pathologies du diaphragme, et puis l'effet spasmore qu'on trouve également dans la BPCO. Et enfin, on a également la membrane qui est malade, donc à la fois la membrane, l'altération de la membrane alvéocapillaire, et donc ça c'est les pneumonies interstitielles diffuses, et puis on a une réduction de la surface, alors soit versant de l'alvéole, c'est l'emphysème, et le versant pulmonaire, c'est l'HTAP. Alors du coup, voilà, donc c'est très dense, donc j'ai choisi, alors en termes de définition, on a l'obstructif, vous savez, c'est le TIFNO à faire 70%, et donc c'est essentiellement le BPCO. Le restrictif, eh bien, on a un CPT qui a fait 80 de la théorique, et donc c'est un certain nombre d'étiologies. Je vais parler de la pneumopathie interstitielle diffuse et des maladies neuromusculaires, et puis on a des insuffisances respiratoires chroniques mixtes qui ont un peu les différents mécanismes. Alors donc la BPCO, j'ai choisi parce que bien sûr, vous êtes confronté tous les jours à la BPCO. Alors bien sûr, tout BPCO n'est pas insuffisance respiratoire chronique. Classiquement, on va effectivement les stadifier en différentes classifications. On utilise souvent la GOLD entre 1 et 4, entre 80 de VMS et moins de 30% de VMS. Et le traitement basique des BPCO, ça va être l'arrêt du tabac, la vaccination, les bêta-2 mimétiques au long cours, les anticholinergiques et plus ou moins les corticostéroïdes. Alors, nous, en tant qu'anesthésistes, l'évaluation préopératoire du BPCO, eh bien, on va essayer d'évaluer à l'interrogatoire la dyspnée, au repos et à l'effort. D'ailleurs, à l'effort, on peut très bien, à la consultation, le faire monter des escaliers. Ça, c'est faisable, on le fait fréquemment. On va lui demander, bien sûr, son nombre d'exacerbations sur l'année, comment est sa bronchorée, est-ce qu'il tousse gras, est-ce qu'il tousse sale, combien il tousse tout le temps, etc. On va essayer effectivement de voir un peu sa SAT de base, parce qu'on sait que avoir une SAT basse, eh bien, elle va être plus ou moins plus associée à des complications post-opératoires. Et attention, bien sûr, le BPCO, il fume, donc il a les coronaires malades, les carotides bouchées, il peut même avoir la tumeur de vessie. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses qu'il faut avoir en tête. Et puis surtout, c'est le BPCO qui senior, qui est adressé par le chirurgien, qui arrive, il est clairement BPCO, et lui, il n'a aucun suivi. Et là, le warning, c'est vous, en tant qu'anesthésiste, ce malade-là, vous allez le mettre dans un circuit de pneumologie, parce que ce malade, il n'est pas suivi, et il va se faire des complications sur complications. Alors, on sait effectivement que fumer, être BPCO, et puis avoir des anomalies des gaz du sang et des EFR, c'est davantage associé à davantage de complications en post-opératoire. Et donc, en comorbidité, on va évaluer un certain nombre de choses. Alors l'âge, plus le patient BPCO va être âgé, plus effectivement on va avoir une réduction des capacités fonctionnelles respiratoires. On va évaluer s'il fume toujours, parce que bien évidemment, il y en a qui fument bien sûr toujours. On va évaluer les pathologies cardiovasculaires, on va évaluer sa dépendance. Est-ce que le patient, effectivement, il est BPCO, effectivement, il est gêné, mais il a sa petite vie, il marche tous les jours, ou inversement, il est au fond de son lit tout le temps. Ça, c'est très important pour la suite. Et puis, le caractère de dénutrition, c'est extrêmement important. Et puis, la chirurgie également est importante. Les chirurgies au risque vont être les chirurgies qui vont altérer les volumes respiratoires, donc classiquement en chirurgie thoracique, mais également les chirurgies abdominales hautes et les chirurgies vasculaires type aorte. La durée de la chirurgie va influencer et également le caractère urgent va être effectivement un facteur discriminant. Alors, est-ce qu'on fait des examens complémentaires? Alors, souvent, le patient BPCO qui est suivi, il a eu son radio basale, il a eu ses gaz du sang, ses EFR pour lesquels il a eu son staging, mais pas toujours. Alors, est-ce qu'en préopératoire, il y a un intérêt? Alors, sur la radio thorax, il n'y a aucun intérêt. Les gaz du sang, finalement, ils n'ont pas de très bonne valeur prédictive négative. Et puis, les EFR, comme je l'ai dit, souvent, ils ont le staging, mais il n'y a pas d'intérêt comme ça, finalement, si le patient est bien suivi, de refaire des EFR. Sauf, effectivement, s'il y a une chirurgie thoracique carcinologique. Mais ça, souvent, c'est fait en amont. C'est fait en amont parce que c'est dans le bilan d'opérabilité
de chirurgie thoracique cardiologique, souvent c'est fait avec le chirurgien et avec les pneumologues en réunion de constatation. Effectivement, il y a forcément cet élément important. On va évaluer la DLCO, on va évaluer les VMS, et puis on va voir si ce patient il peut avoir une résection de lobe jusqu'à la pneumectomie. Donc ça, souvent, c'est fait un peu en amont, avant qu'ils viennent vous voir. Alors, en préparation préopératoire, ben évidemment, le tabac, évidemment, on est associé à plus de mortalité, de morbidité en tout cas, lorsqu'on continue de fumer. Donc, arrêtez de fumer, effectivement, il faut essayer de lui dire à vos patients BPCO. N'hésitez pas à prescrire de la kiné. La kiné, ça ne mange rien. Et effectivement, il sera davantage préparé pour le post-op. Alors souvent, certains patients sont très au clair sur la kiné, d'autres pas du tout. Et donc, c'est intéressant de leur prescrire des séances de kiné qu'ils peuvent faire à la maison. Également, la spirométrie incitative à faire. Et puis, on poursuit tous ces traitements de base, que sont les agonistes bêta-2 mimétiques, etc. Alors, antibiothérapie en cas d'exacerbation, oui, effectivement, vous diminuez l'inoculum bactérien. Si vous voyez qu'il décompense, on peut mettre un peu en stand-by la chirurgie, le temps, effectivement, de traiter une énième complication, exacerbation de BPCO. Éviter en prémédication tout agent susceptible d'induire une dépression respiratoire. Et puis, voilà, et la préhabilitation, c'est intéressant, surtout en chirurgie thoracique lourde ou même en abdominale lourde. Souvent, c'est vu de concert avec les collègues chirurgiens, sachant que, effectivement, dans ce travail par exemple rétrospective avec 116 patients BPCO, chirurgie thoracique carcinologique, eh bien, ne pas faire de réhabilitation, préhabilitation, était associé à davantage de complications post-opératoires. Alors, ça peut être très court, ça peut être une semaine, ça peut être à la maison, ça peut être... Voilà, mais l'important, effectivement, si vous pouvez le faire, notamment les chirurgies les plus lourdes, c'est forcément que du bénéfice pour votre patient. Et juste aussi, là, dans ce travail, ils avaient ajouté au traitement habituel du patient, qui était des bêta-2 et plus ou moins des corticostéroïdes. Ils avaient mis un bras avec ou sans corticostéroïdes. Et dans ce travail, ils avaient montré, par exemple, alors pas beaucoup de patients, mais néanmoins, que les patients qui avaient en plus reçu en préopératoire des corticostéroïdes avaient amélioré leur VMS, avaient amélioré leur GOLD et avaient moins de complications post-opératoires après cette chirurgie. Alors le PEROC, alors pas de grande nouveauté dans la littérature, on va éviter bien évidemment les préindications, on va essayer de limiter au plus possible la durée opératoire, et la grosse question qui nous agite, c'est est-ce qu'on fait de la LR versus AG? Alors la littérature n'est pas si évidente que ça, vous allez voir, en tout cas c'est sûr, si vous faites de la LR, c'est très bien, mais on ne va pas rajouter des benzos à l'argamanub chez le patient ou autre, des sédatifs, pour le faire décompenser. Et attention, rester 2, 3, 4 heures allongé en dectus dorsal, ce n'est pas forcément la bonne stratégie chez certains patients BPCO. Et puis, si vous faites des blocs cervicaux, faites un bloc interscalique, etc., attention à la parèse diaphragmatique, attention également aux aires de paroi, avec le risque de diminution de la toux, de la CB. Okay. Donc, la littérature, encore une fois, c'est pas grand-chose. Cette étude, par exemple, avait montré, en comparant ALR versus AG, qu'effectivement, il n'y avait pas de différence en termes de mortalité entre les deux stratégies. Par contre, peut-être moins de morbidité, de problèmes morbides, entre guillemets, périopératoires avec l'ALR. Et si on regarde plus spécifiquement, c'est surtout lorsque vous faites des rachianesthésies et par rapport au péridural, où il y a peut-être un bénéfice par rapport à l'AG dans ce travail. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque le patient il a des symptômes respiratoires au repos, que vous faites ALR ou vous faites AG, c'est la même chose. Le malade il va décompenser et il n'y a pas de différence entre les groupes. On a peut-être plus d'intérêt lorsque les symptômes sont modérés à absents. Alors le périopératoire, encore une fois, pas de grande étude, pas d'étude randomisée dans le trouble de patient. Si vous faites de l'AG, peut-être le propofol est intéressant s'il y a une composante bronchospastique. En entretien, écoutez, on propose souvent soit du propofol en évoque ou des halogénés qui fonctionnent le sévoflurane. Le rémifentanil est souvent utilisé parce qu'il y a en termes de vie plus courte, et puis bien sûr, antagonisez bien vos curares. Le but ultime, c'est effectivement diminuer la ventilation mécanique, extuber le patient le plus précocement possible. Alors pareil, en PEROP, on sait que l'intubation, parfois on est obligé de le faire, ça a augmenté la résistance des voies aériennes. Et donc, on va éviter aussi de l'hyperinflation dynamique, la PEP intrinsèque, le trapping. Et donc, alors c'est un vœu pieux, mais plutôt des petits VT. On est souvent limité avec la CAPNI. Petit VT, fréquence basse, augmentation du temps expiratoire. L'idée, c'est d'être le plus possible en protecteur, avec effectivement une PEP basse, plutôt basse. Et puis, on peut respecter néanmoins une hypercapnie. Alors, si vous avez une chirurgie un peu longue, n'hésitez pas à faire quand même un gaz du sang pour aller voir effectivement le gradient entre votre capnie et puis votre PaCO2. Et puis, on m'a souvent dit, mais on ne peut pas faire de manœuvre de recrutement chez le PCO. Bah oui, en effet, mais voilà, on peut en faire quand même, mais avec prudence, prudence armée chez ces patients-là. Les risques, finalement, en péropératoire ne sont pas si importants que ça.
bronchospasme, autopep, installation hémodynamique et puis la zystectasie. Finalement, ce n'est pas tant que ça, c'est plutôt en post-opératoire que surviennent les complications. Et puis si vraiment il y a un risque de bronchospasme important chez votre patient, eh bien le masque laryngé il est possible, hein, mais faites quand même attention aux fuites que vous pouvez avoir. En post-opératoire, je le redis et le redis, hein, extubation la plus précoce possible. La VNI, on va le voir au cas par cas, je vais vous montrer ça. Faites des manœuvres d'expansion pulmonaire, la spirométrie instative, la kinésie respiratoire. Et si votre patient, vous l'avez entraîné à en faire en préopératoire, il sera beaucoup plus compliant à en faire en post-opératoire. Contrôlez la douleur et puis attention dans les 48 heures que surviennent les complications. Ce travail, par exemple, n'avait pas montré un bénéfice finalement majeur à faire systématiquement la VNI en post-opératoire chez les PPCO pour la chirurgie carcinologique thoracique. Donc je disais, les complications post-opératoires, eh bien, ils font de la pneumonie, ils font des pneumothorax, ils font des exacerbations de BPCO, et c'est souvent à 2-3 jours. Donc voilà, et attention, ne dites pas « Ah, ben, c'est le BPCO qui décompense », ne pas méconnaître une complication chirurgicale. Hein. Le patient, finalement, il a une véritable péritonite post-opératoire, mais on a dit que c'était la BPCO, donc faites attention quand même, c'est pas facile comme diagnostic. Mais voilà. Et donc, dans ce cadre-là de décompensation, les bronchodilatateurs, les corticostérides, plus ou moins antibiotiques, et puis la kinésie respiratoire, la mobilisation précoce. Et plutôt là, effectivement, la VNI a toute sa place, voire même l'OHD. Il y a des études assez récentes qui sortent là, de l'oxylothérapie au début, même chez les patients un peu hypercapniques. Sans transition, parce que voilà, il fallait parler d'un peu de choses, je vais passer à un autre topic, c'est la pneumopathie interstitielle diffuse. C'est complexe en diagnostic, il y a de nombreuses entités, comme vous pouvez le voir sur votre droite, et donc ça va de la vascularite, en passant par la sarcoïdose, en passant par la sclérodermie, et puis la fibrose idiopathique notamment. Le déclin de CVF, elle est corrélée à la mortalité, le test de marche de Smith est un bon examen, et puis sachez que ces patients, ils ont une capillaire fragile parce qu'ils sont souvent sous immunosuppresseurs au long cours, et également sous antifibrotiques dans le cadre de fibrose. Alors souvent, le patient qui va arriver dans votre consultation, il est souvent comme ça, voire même avec la trachéotomie. On a pas mal à Bichat parce qu'effectivement, on a un centre de greffe pulmonaire et puis de pathologie interstitielle. Et donc, c'est un patient qui va très bien connaître sa maladie, qui est mieux que vous, largement mieux que vous. Et donc, c'est important d'avoir une interaction avec son pneumologue pour les grandes décisions importantes, de contacter son pneumologue traitant. Parce que souvent, effectivement, les prises en charge sont effectivement... le patient, effectivement, il faut qu'il intègre vraiment tout ça. Et encore une fois, il connaît très très bien sa maladie. On sait que lorsque vous allez l'endormir, dans l'endormir pour une chirurgie X ou Y, eh bien, on sait que par rapport à une cohorte de contrôle, les patients qui ont des pneumopathies interstitielles vont mourir plus que les autres, comme vous voyez dans cette Kaplan-Meier, et d'autant plus que c'est de la fibrose. Et si on prend spécifiquement la fibrose idiopathique, dans ce travail par exemple, eh bien, on se rend compte que les facteurs très discriminants qui vont être associés à la mortalité, c'est le patient qui est passé en réanimation et c'est le patient qui va être ventilé et en plus qui va être sous opioïdes. Donc globalement, voilà, la ventilation a comme un lien important. Et puis, juste pour vous dire que ces patients, on va souvent essayer de leur faire pour le diagnostic des biopsies chirurgicales. Alors c'est souvent un peu galère parce que souvent ils sont assez précaires. Et donc cette étude montrait juste qu'ils essayaient de le faire sous ALR pur versus sous AG, avec des résultats plutôt intéressants sous ALR. Alors c'est une petite étude, hein, mais c'est juste pour faire un parallèle avec la BPCO et dire qu'effectivement, à l'instar de la BPCO, lorsqu'on peut essayer de faire l'ALR chez ces patients-là, privilégier l'ALR, eh bien c'est quand même un point important chez ces patients. La ventilation, comme je vous l'ai dit, c'est délétère. Vous avez ce travail, par exemple, qui a regardé un petit peu le fait d'avoir un P sur F bas, d'avoir des PEP élevés. Eh bien, c'était très discriminant sur la mortalité dans ce travail. Et puis également sur le remplissage préopératoire de ces malades-là. Cette fois-ci, c'est des patients qui ont de la résection pulmonaire carcinologique dans le cadre de poussée de fibrose pulmonaire. Et ils ont regardé les poussées de fibrose. Et on sait que la poussée de fibrose, c'est très discriminant sur la morbimortalité. La mortalité lorsqu'on fait une poussée de fibrose. Et donc dans ce travail-là, ils avaient stratifié les patients avec ou sans poussée, et ce qui sortait énorme en uni et en multivarié, c'était un balance hydrique positive qui était corrélé avec la mortalité. Également, la transfusion, ces patients-là sont davantage, en tout cas, exposés à des tralies que les autres patients. Donc en post-opératoire, on a, un peu comme les BCO, mais de manière accrue, le risque accru de pneumonie, d'inhalation, de pneumothorax, d'exacerbation de la pathologie respiratoire type fibrose, poussée de fibrose. Attention, les complications cardiaques s'ils ont de l'HTAP, les thromboses veineuses profondes et un sevrage ventriculaire compliqué. La prévention, le traitement, eh bien, ça va être limité le plus possible la ventilation mécanique, la spirométrie incitative, la kiné, la mobilisation précoce,
Alors souvent, ces malades sont souvent déjà au long cours sous corticostéroïdes, donc pas de place nécessairement pour des corticoïdes. Et attention aux atteintes systémiques. J'ai pris l'exemple de la sclérodermie que vous avez possiblement endormir. Eh bien, ils ont facilement la fibrose pulmonaire, la dysfonction cardiaque, l'atteinte œsogastrique, gastroparésie, ils ont l'atteinte rénale, ils ont la fibrose de l'articulation temporomandibulaire qui est malade, et ils ont un rénal. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Souvent, ces malades, on va avoir les intubés en séquence rapide, des intubations difficiles, attention aux nécroses digitales, attention post-opératoire avec un serrage ventilatoire compliqué. Deux dernières slides pour vous dire juste que, quelle que soit la pathologie, n'hésitez pas à abuser de l'Optiflow. Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez pour les endoscopies, notamment chez les patients qui ont des syndromes obésité pour ventilation, comme cette patiente que j'avais eue. Alors, la littérature sur patients tout venant montre un bénéfice important en endoscopie de l'Optiflow. Il n'y a pas d'études spécifiques chez l'insuffisance respiratoire chronique, mais c'est vrai que si ça peut vous éviter de faire des désaturations extrêmement importantes, et éviter les intubés, ça peut être une stratégie intéressante. D'ailleurs, il faudrait l'évaluer dans le cadre d'une étude. Et puis, juste une dernière slide, parce que voilà, c'est partie effectivement des pathologies neuromusculaires qui font partie de l'insuffisance respiratoire chronique. Dire que quand même, ça pourrait faire un chapitre entier, enfin, ça pourrait faire un topo entier au MAPAR. Et vous dire que ces malades-là, souvent, ils sont pris en charge dans des équipes spécialisées, que ça va de l'atteinte traumatique en passant par la CEP, en passant par les myotonies ou les myasthénies, qu'il faut une évaluation préopératoire extrêmement importante, notamment sur le plan respiratoire. En péropératoire, on monitore bien effectivement la curarisation, et puis en post-opératoire, équipe spécialisée, souvent USC, souvent en réveil prolongé, dans des équipes entraînées. Voilà, j'ai terminé pour vous dire effectivement que vous l'avez vu, l'insuffisance respiratoire chronique, c'est des étiologies extrêmement variées, qu'il y a toujours le ALR versus AG, probablement un bénéfice de ALR, et d'ailleurs aussi ALR plus AG, parce qu'effectivement la douleur, c'est un trigger post-opératoire pour les complications post-opératoires, et donc n'hésitez pas à faire des blocs analgésiques chez ces patients-là. La prise en charge doit être vraiment globale en péri-opératoire, avec une équipe pluridisciplinaire. Et attention, c'est pas parce que vous avez sorti votre patient en salle de réveil que vous êtes tranquille, hein. Attention parce que les complications sont souvent retardées, et puis prise en charge spécialisée pour certaines pathologies. J'ai terminé, je vous recommande juste la lecture de cette revue dans ANREA, qui était plutôt bien faite, sur le patient spécifique de la BPCO. Merci beaucoup.